Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session de l'après-midi consacrée, vous le savez, à l'innovation, à son contrôle, à son pilotage éventuel. Est-ce que c'est possible? Alors, innovation, toujours dangereuse, disait Flaubert. De la maîtrise du feu à la bombe atomique, de l'imprimerie à Internet, on sait son pouvoir ambivalent. Elle est le marqueur concret de la marche du progrès. Mais peut-on contrôler le progrès? L'orienter, voire l'arrêter? Des dégâts sociaux d'Uber à la peur des robots ou des manipulations génétiques, le contrôle de l'innovation a toujours été au cœur des débats de société. C'est de cela dont nous allons parler avec nos invités que je vous présente tout de suite. Donc, à ma droite, Bernard Michel. Bernard Michel, vous êtes président de Gecina. À ses côtés, Vincent Rouex, PDG de GFI Informatique. À ses côtés, Nicolas Collin, cofondateur de The Family. Et puis, à ses côtés encore, Octavio de Barros, économiste brésilien. Enfin, Michel Sicurel, banquier et fondateur de la Maison, on vous expliquera ce que c'est. Et enfin, Jean-Marc Chéry, directeur général adjoint de ST Micro. Mais avant de commencer le débat proprement dit, la tradition, c'est-à-dire le cadrage que va nous faire Jean-Marie Chevalier du Cercle des économistes. L'innovation, peut-on la contrôler, Jean-Marie? Merci Philippe. Alors, si vous voulez, pour nous, économistes, le débat sur l'innovation, c'était essentiellement du Schumpeter. Schumpeter avec création, destruction, et on a brodé beaucoup autour de ça. Maintenant, je crois que les temps ont changé. On est dans un monde qui a été qualifié d'hyper-innovation. Et on est dans un monde où l'innovation, il y a une espèce d'invitation permanente à l'innovation. Avec là-dessus des manifestations comme Viva Technologie, qui a eu beaucoup d'écho il y a quelques semaines, comme les incubateurs, les start-up, et une espèce de culture du changement. Alors, je veux dire deux choses. Je veux dire que, l'innovation aujourd'hui est totalement multiforme. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans ce problème du contrôle et de l'orientation de l'innovation, il y a maintenant tout un jeu complexe de jeux de pouvoir et de contre-pouvoir qu'il est très important d'intégrer dans nos problématiques. Alors, multiforme, c'est-à-dire que l'innovation, autrefois, c'était une technologie, c'était un objet, un nouveau produit, un nouveau service. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. L'innovation, ce sont des modes de production, d'organisation, de financement, de distribution. L'innovation tend à infuser dans toute la chaîne. Et aussi dans le financement. Avant, l'innovation, c'était recherche-développement et financement par les firmes. Aujourd'hui, on a un financement avec les levées de fonds par les start-up qui font appel à un capital de type nouveau. Et nous avons des représentants ici avec de l'argent qui se lève pour aller s'investir dans des innovations qui sont prometteuses. Et pas seulement d'un point de vue strictement monétaire et financier, mais je pense à des fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates qui lèvent de l'argent pour investir dans des innovations pour le bien public. Et donc tout ça est important et nouveau. Et puis ces innovations, elles ont un impact temporel qu'il est très difficile d'estimer. Parce que l'innovation, c'est parfois des ruptures à très court terme, mais c'est parfois des effets longs, à moyen, long terme, dont on a du mal à apprécier toutes les composantes. Et finalement, c'est notre vision du futur qui est interpellée par l'innovation et par le processus d'innovation. Donc c'est quelque chose qui est entré dans notre vie d'une façon beaucoup plus intense qu'elle ne l'était autrefois. Et qui va jusqu'à soulever des problèmes complètement multidisciplinaires. C'est de l'économie, mais c'est aussi de la sociologie, c'est de la finance, c'est du droit. Et songeons à toutes les implications juridiques qu'il y a derrière les innovations, leur mise en place et leurs impacts. Et ça, on n'a pas fini d'en voir là-dessus. Implications, à la limite, psychologiques et philosophiques. Et quand on voit que l'innovation est en train de remettre en cause l'état habituel que l'on avait de nos besoins. On a maintenant une espèce de mixité des usages. Et quand on pense à Blablacar, c'est de la mixité des usages qui est liée non seulement à un aspect économique, financement, mais à un aspect psychologique, partage. Ne pas être tout seul pour conduire et voyager.
Et donc tout ça va encore s'amplifier dans les années qui viennent avec une ampleur qu'on a du mal à estimer. Bon, deuxième idée, c'est qu'a bien posé Philippe dans son introduction. Est-ce qu'il faut piloter l'innovation? Est-ce qu'il faut orienter l'innovation? Et comment peut-on faire? Alors, c'est un problème très difficile parce que ça veut dire qu'il faut qu'on établisse des priorités au niveau d'un pays, au niveau d'un ensemble, ce qui sont les besoins d'éducation, les besoins de santé, les besoins de défense, les besoins de croissance par rapport aux perspectives du futur et aussi les problèmes d'environnement. Et dans l'environnement, je mets l'énergie, avec comment on va distribuer l'innovation entre le nucléaire, les énergies renouvelables, le solaire, etc. Et les énergies fossiles, sachant que, n'oubliez pas qu'au niveau mondial, l'an dernier, on a consacré beaucoup plus d'argent au soutien des énergies fossiles qu'au développement des énergies renouvelables. Ça fait réfléchir. Alors, c'est l'État, c'est la nation, c'est l'Europe, et peut-être au niveau mondial. Alors, je voudrais prendre un exemple, si vous voulez, qui est l'accord de Paris, pour voir que, dans le fond, derrière un processus qui est quand même très innovant, c'est une décision stratégique de réduire les émissions sans que ce soit contraignant. Et derrière, il y a le pouvoir des États, il y a le pouvoir des entreprises, il y a le pouvoir des ONG, il y a le pouvoir de multiples citoyens, organisations de citoyens, municipalités, etc., qui jouent les uns avec les autres ou les uns contre les autres d'une façon extrêmement difficile. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est que dans ce contrôle et l'innovation, le jeu des pouvoirs et des contre-pouvoirs me paraît aujourd'hui très important. Avec un point dernier, c'est que ceci implique qu'il y ait une information qui circule et qui soit juste et vraie, ce qui est un problème très difficile sur lequel on viendra. Merci. Alors merci Jean-Marie. On va faire un premier tour de table rapide, puis ensuite on essaiera d'entamer le dialogue avec vous et de continuer de la sorte. Michel Sicurel, vous êtes un homme d'argent, hein, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous êtes un banquier. Vous avez fait une grande partie de votre carrière, notamment à la financière Edmond de Rothschild. Et puis, vous venez de fonder votre maison. Alors, c'est une maison particulière et c'est évidemment une maison aussi d'argent. C'est une institution financière qui fait de la gestion d'actifs. Alors, donc, de votre point de vue, est-ce que vous pensez qu'il est judicieux et possible de vraiment contrôler l'innovation et est-ce que c'est une bonne idée? Alors, je crois que j'ai appuyé là-dessus, c'est bon. Je vais vous répondre d'un peu plus haut. Parce que je crois qu'il faut répondre sur l'argent, mais aussi sur l'argent de l'État, etc. Je pense qu'épouser l'innovation, c'est accepter la règle ancestrale du mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et je crois que c'est la pente naturelle de l'homme de vouloir le meilleur, quitte à risquer le pire. Et il faut que, assez librement, l'homme suive sa pente, puisque c'est sa pente naturelle, et comme disait André Gide, suive sa pente en montant. Donc je vais être assez cash, puisque vous m'avez demandé de parler d'argent. Ma conviction est que dans l'immédiat, il n'est ni possible ni souhaitable de contrôler l'innovation, de maîtriser l'innovation. Et je crois en revanche que dans la durée, dans la longue durée, maîtriser l'innovation, c'est vital. En réalité, je crois que l'innovation ne s'épanouit que dans la liberté. Elle n'a pas de frontières, elle trouvera toujours son refuge. Et ce n'est pas un hasard si la domination numérique mondiale est américaine. Je crois qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à trouver un accord mondial sur le contrôle de la transition numérique, comme on n'en trouve pas sur le climat. Et donc, à la fin, contrôler chez nous, en France, en Europe, c'est continuer d'être le dindon de la farce. Et je trouve que c'est déjà bien assez d'avoir chaussé des semelles de plomb financières à nos entreprises innovantes, pour être bien sûr qu'elles atterrissent en Californie. Il est urgent que l'Europe rattrape son retard. Et d'abord, la France, qui a toutes les chances d'y arriver avec ses ingénieurs, ses médailles Fields et sa défense nationale, décisive dans le développement de l'écosystème du numérique, comme aux États-Unis, en Chine et en Israël. Bien sûr, je mesure bien que dans la course endiablée du numérique, l'État, les financiers, etc., doivent en même temps fortifier les coureurs et penser les plaies de l'ubérisation. Et je pense en particulier, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, je pense en particulier que la classe moyenne
qui a déjà souffert terriblement de la mondialisation, va se prendre dans la figure un tsunami numérique, mais je ne vois pas ce que l'argent, l'État, etc. peuvent faire pour le moment. En revanche, je voudrais évoquer un sujet à beaucoup plus long terme et dire qu'à long terme, mais là aussi, il n'y a pas beaucoup besoin d'intervenir, il faut laisser les anticorps spontanés réagir et l'humain réagir. Je pense que pour après-demain, c'est vital. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu l'excellent Yuval Harari, Sapiens, qui est un best-seller mondial, Homo Deus, qui vient de publier. Il le fait sans ménagement. Il dit que toutes les espèces vivantes ont eu un début et une fin, et que ça sera la même chose pour l'espèce humaine, et que le successeur de l'espèce humaine, ça sera le robot. Ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est un scientifique, c'est un type très sérieux, un Israélien. C'est complètement effrayant pour nos petits-enfants, mais je crois qu'il faut envisager le pire, c'est que l'intelligence artificielle ne finisse par surpasser l'intelligence humaine, et après tout, le champion du monde de jeu de Go s'est fait battre 9 fois sur 10 par la machine qu'il avait lui-même instruite. Dans cette hypothèse de cauchemar, même si nous perdions finalement cette guerre de l'intelligence, je crois que la race des machines ne pourrait pas se passer de nous. Et pourquoi ? Parce qu'au bout du chemin, l'intelligence artificielle universelle, uniforme et universelle deviendrait la pensée unique. Et je crois que la déesse raison une et indivisible, c'est la menace absolue. On sait, je voudrais rappeler, il faut se rappeler quelle est l'histoire de l'homme, de l'apparition de l'homme dans l'univers. Et il faut se souvenir que l'apparition de l'homme dans l'univers est le fruit de l'erreur. À l'origine de la matière vivante, il y avait des doubles brins d'ADN qui se reproduisaient à l'identique. Et ce sont des anomalies de reproduction qui ont généré la diversité, notamment celle des sexes, pour notre plus grand bonheur, pour aboutir au fil de milliards d'années de sélection naturelle à l'apparition du sapiens. En un mot, il faut se souvenir que la pure merveille qu'est l'être humain est le produit de deux facteurs, le hasard et la nécessité, ou autrement dit l'erreur et Darwin. Alors bien sûr, au quotidien, le robot évitera nombre d'erreurs humaines dramatiques, accidents de la route ou d'avion, des maladresses chirurgicales, les intuitions malheureuses de gérants d'actifs, etc. Mais dans une vision de long terme, l'erreur humaine est tout simplement l'exception à la pensée unique du robot universel, et il est vital de la préserver. Et donc je voudrais conclure en disant que dans ce match, pas forcément perdu d'avance avec le robot, ce qui sauvera l'homme, c'est son imperfection. J'ai le vague souvenir d'une publicité pour un site de rencontre qui disait « Il ou elle aimera vos imperfections ». Et donc, je vous encourage à cultiver vos imperfections et nos imperfections, car nous nous devons à cette mission de survie. Merci Michel Sicurel. Pour ce cours de biologie évolutive. Si je résume, vous préférez les mariages d'amour aux mariages arrangés, mais vous n'êtes pas prêt au mariage d'argent à vous marier avec un robot. Voilà. Sans aucun doute. Alors, Bernard Michel, vous êtes président de Gecina. Gecina, c'est une foncière immobilière spécialisée notamment dans l'immobilier de bureau. Alors, on est loin, effectivement, des robots, on est de l'intelligence artificielle, des manipulations génétiques. On est dans la ville, en fait, et vous défendez l'idée que finalement, même chez vous, l'innovation est présente parce que votre matériau, c'est la ville. Alors comment une ville peut contrôler tout ce qui émerge finalement d'innovation en son sein? On peut penser à Airbnb, au big data et à d'autres joyeusetés. Bernard Michel, la ville et l'innovation. Je crois que l'innovation est effectivement un enjeu considérable pour nos villes et pour le secteur de l'immobilier en général. Et au fond, j'étais assez perturbé par la question qui nous était posée, en disant il est tout à fait illusoire de contrôler l'innovation, parce que je pense profondément que, au contraire, il faut l'encourager, parce que l'innovation, c'est fondamental pour la société, c'est fondamental pour le progrès, pour l'entreprise. Une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui disparaît. Et dans nos métiers de l'immobilier, j'ai posé cette question-là de manière un peu provocatrice, il y a quelque temps déjà, en disant devons-nous craindre ces nouveaux barbares que sont les start-up dans l'immobilier?
Et la réponse assez générale a été, au contraire, ce sont des entrepreneurs qui nous apprennent à accompagner la révolution digitale. Il faut donc les aider, les accompagner, les écouter. Et au fond, j'ai assez rapidement compris que l'enjeu, c'était une véritable révolution, une révolution de la désintermédiation, une révolution sociologique et donc une révolution de la ville. Révolution de la désintermédiation, c'est le démarrage de la question qui nous est posée grâce aux plateformes technologiques qui ont donné Uber dans les taxis, Airbnb par rapport à l'hôtellerie, Blablacar par rapport à la question du covoiturage, avec une question sociologique derrière, déjà ces deux derniers exemples, qui est que ça correspond à une idée d'économie du partage, d'utilisation, de meilleure utilisation d'une automobile, de meilleure utilisation d'un logement, donc de meilleure utilisation de nos espaces immobiliers. Et au fond, on a vu très rapidement cette question de l'intermédiation se poser aussi dans l'immobilier, puisqu'aujourd'hui, Le Bon Coin, seloger.com, etc., représentent 40%, 40 à 50% des transactions immobilières. Donc le métier de l'immobilier a commencé à être disrupté par les intermédiaires, et donc ça correspond bien à un besoin de fluidifier le marché de l'offre et de la demande et de faire baisser les coûts. Donc je pense que le fondement est sociologique et le fondement est également économique. Et au fond, il nous reste beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à imaginer, notamment dans le logement. Je parlerai du bureau juste après, mais dans le logement, c'est la question de la gestion des états des lieux, de la gestion des clés, de conciergerie à créer, de surface, de parking, de jardins à partager, d'équipements à mettre en commun entre les voisins, entre les habitants, etc. Beaucoup de choses sur lesquelles je pense que nous allons réfléchir maintenant, après avoir déjà identifié que c'est une révolution sociologique dans le bureau, ce qui veut dire que dans les entreprises, les façons de travailler ont changé, les salariés sont plus connectés, ils sont plus nomades, ils souhaitent du télétravail, il y a une véritable porosité entre la vie professionnelle et la vie privée qui se met en place. C'est ce que j'ai appelé les travailleurs sans bureau fixe, c'est-à-dire des travailleurs qui sont justement dans cette économie du partage, de l'utilisation des espaces, d'où le coworking, très bien mis en œuvre par les Américains de WeWork, avec des locaux de start-up qui préfigurent le fonctionnement de nos bureaux de demain, avec plein d'idées, beaucoup de données qui sont collectées, d'où la question de l'utilisation des données et de la transparence des algorithmes, sur lesquels je reviendrai brièvement, mais aussi beaucoup de nouveautés. Les nouveautés dans le métier de bureau, c'est le flex office. Est-ce que nous devons sortir des baux 3, 6, 9 ans pour avoir des baux flexibles, des locations au mètre carré? Est-ce que nous devons développer les services et les facturer, ouvrir les bureaux en dehors des heures de travail et en faire profiter les habitants de la cité? Bien sûr, également, utiliser toutes les possibilités de flexibilité, qui est le maître mot. Nouvelle organisation du travail, partage, nouvelle organisation de la ville. Ça veut dire de grandes métropoles. Plus de la moitié de la population mondiale se trouve dans des métropoles. D'où la génération de nouvelles idées grâce à des start-up dans le domaine de la circulation des transports, des idées sur la gestion de l'énergie, des déchets et de l'eau, les idées sur la combinaison vie privée professionnelle avec la mixité des quartiers, qui rejoint l'idée de mixité évoquée au début, finir avec les quartiers de bureaux et les quartiers de logement, et puis je dirais beaucoup d'autres idées qui utilisent les nouvelles technologies, mais dont les effets doivent être maîtrisés, notamment au niveau de l'utilisation des données qui sont maintenant très largement stockées par les capteurs qui se trouvent dans nos bâtiments, dans nos immeubles et dans les villes. Alors, la ville, foyer d'innovation, bien sûr, mais l'innovation, ça va bien au-delà. C'est effectivement aujourd'hui le foisonnement des startups. Nicolas Colin, vous êtes le cofondateur de The Family. Alors, c'est extrêmement difficile de définir ce que c'est que The Family en deux mots. Mais en gros, c'est une entreprise qui aide les startups à émerger, qui éventuellement investit dedans. Donc, vous baignez dans cet univers. Alors, est-ce qu'on peut, au moins, si ce n'est contrôlé, piloter l'innovation sans la brider ?
Pour répondre à cette question dans le très court temps imparti, je voulais raconter 2 petites histoires. La première, c'est l'histoire du container. Le container, c'est une invention qui a été déployée à grande échelle, à l'échelle globale, qui a complètement révolutionné le commerce mondial, qui explique une bonne part de la prospérité de nos économies depuis les années 70. L'inventeur du container, en quelque sorte, c'est un magnat du transport routier en Caroline du Nord, qui s'appelait Malcolm McLean, et qui, dans les années 50, a été agacé de ne pas pouvoir développer son activité de transport routier. À l'époque, c'était très régulé, on n'avait pas le droit d'ouvrir des nouvelles lignes de transport sans l'autorisation des pouvoirs publics. Et donc, il a eu cette idée un peu loufoque, il s'est dit, puisqu'on m'interdit de transporter plus de marchandises sur les routes, je vais les transporter par la mer. Et donc, je vais poser mes camions sur les bateaux et je vais ainsi échapper à la compétence du régulateur qui me met des bâtons dans les roues. Alors, il se trouve que le régulateur a continué de lui mettre des bâtons dans les roues en lui disant non, c'est interdit d'opérer à la fois des camions et des bateaux, donc il faut choisir. Et pour montrer qu'il était un vrai innovateur et qu'il souhaitait prendre autant de risques possible, il a vendu toutes ses activités dans le transport routier, tout réinvesti dans l'achat d'une société de transport maritime, et il a développé et finalement imposé le container comme transporteur maritime dans un secteur où il y avait très peu de résistance parce que c'était complètement sinistré par la Seconde Guerre mondiale. Tous les bateaux avaient été réquisitionnés par l'armée, tous les opérateurs avaient disparu. Alors ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, je vais aller aussi vite que possible, elle nous est plus familière, c'est Blablacar. Blablacar, c'est un peu la même chose. Il y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Mazella qui un jour n'a pas pu acheter un billet de train pour rentrer chez ses parents en Vendée. C'est ça la légende de Blablacar. Et donc il s'est dit, il a dit, bon, à l'époque il ne s'est pas dit je vais créer une compagnie ferroviaire pour concurrencer la SNCF. On sait tous que ça aurait été un combat perdu d'avance. Par contre, il s'est dit je vais faire un pas de côté. Un peu comme Malcolm McLean est passé du transport routier au transport maritime, et il a dit bon, je vais développer une plateforme de covoiturage pour que les gens puissent partager les trajets et ainsi se rendre chez leurs parents quand ils ont envie de leur rendre visite. Et là, il a rencontré peu de résistance, un peu comme McLean dans le transport maritime, pour une raison simple et ironique, c'est que les transports en autocar étaient interdits en France jusqu'à la loi Macron de 2015. Et donc le covoiturage ne faisait de concurrence directe à aucun acteur établi. Du coup, personne n'avait de raison de se plaindre du développement du covoiturage, contrairement en Espagne, par exemple, où Blablacar a eu des problèmes avec la justice sous la pression des compagnies d'autocars. Et finalement, il a développé Blablacar, qui a été sécurisé juridiquement en 2013 par une loi qui définit noir sur blanc le covoiturage. Donc la conclusion de ces 2 histoires, qu'on peut tirer de ces 2 histoires croisées, c'est qu'on voit quel est le parcours de l'innovateur et comment l'innovation finit par s'imposer dans la société. Au départ, il y a un problème non résolu. Je veux développer mon activité de transport routier, je veux pouvoir me rendre chez mes parents en Vendée. Ensuite, il y a une résistance immédiate, c'est-à-dire on ne peut pas résoudre ce problème aussi directement qu'on aimerait le résoudre. Et donc, l'innovateur fait un pas de côté pour contourner la résistance, contourner les obstacles, et là, il trouve un champ un peu plus libre, un peu plus facile, il développe une activité, et finalement, cette activité est identifiée par les pouvoirs publics, bien comprise, encadrée, et on donne à cette activité le support nécessaire pour qu'elle puisse se développer à plus grande échelle et finalement contribuer à la prospérité. Donc, quelle conclusion on peut en tirer sur peut-on contrôler l'innovation? Je dirais que de ces histoires, on peut déduire qu'il y a toujours 2 phases dans l'innovation radicale. Il y a une première phase où il faut laisser les innovateurs tranquilles, les laisser s'attaquer aux problèmes, contourner les obstacles, déjouer les règles, etc. Et puis il y a une deuxième phase où l'innovation éclate au grand jour, elle se cristallise. Et là, l'enjeu pour les pouvoirs publics, c'est de bien comprendre le potentiel de ces innovations et plutôt que d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, de mettre tout le poids des pouvoirs publics, tout le poids financier, de déployer les infrastructures qui vont bien pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, ces innovations, et qu'elles contribuent directement à une prospérité accrue. Merci Nicolas. Alors, Ottavio de Barros, on va faire un petit voyage. Pardon, je n'avais pas mis le micro. Je disais donc qu'on va partir, on va traverser l'Atlantique et on va aller au Brésil. Vous êtes brésilien, vous avez travaillé comme économiste pendant une grande partie de votre carrière dans une grande banque brésilienne. Maintenant, vous êtes mis à votre compte. Donc les mauvaises langues disent vous êtes rentré dans la vie active une fois que vous avez pris votre retrait. Et là, vous décidez de conseiller les start-up en matière d'innovation. Alors, dans un pays émergent comme le Brésil, qui est souvent en pointe dans certaines technologies, on pense notamment à tout ce qui est génétique et autres, dans les grandes cultures, et puis dans d'autres domaines, comment à la fois stimuler et orienter l'innovation pour éviter de se faire distancer, voire coloniser par des gens de l'extérieur? C'est une bonne question. En fait, je n'étais pas si confortable
avec les titres de cette section. Sur le contrôler l'innovation, je pense que l'innovation, c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est impossible de contrôler l'innovation. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'il faut stimuler l'innovation, construire un système d'incentifs à l'innovation, notamment sur un pays comme le Brésil, qui a de défis. Dans le cas, on sait bien que le Brésil, c'est un pays dépendant de commodities, de matières premières, et en même temps, pour être compétitif de bas salaire, je pense que ça, c'est un problème très grave au moment que le monde est devant une révolution digitale et des innovations à une vitesse incroyable. Tous les modèles d'affaires, de la boulangerie à côté jusqu'à la firme la plus high-tech, tous les modèles d'affaires sont complètement bouleversés dans le monde. Et l'importance des coûts est de moins en moins relevant, dans le sens que je pense qu'un pays comme le Brésil ne peut pas se permettre de ne pas être osé sur le thème de l'innovation, dû au risque d'avoir beaucoup plus de difficultés d'être compétitif. Donc, même la question de la localisation de l'investissement, c'est de moins en moins important avec la révolution digitale, tout ça. Et je pense qu'un pays comme le Brésil, 8e économie du monde, l'économie brésilienne a les risques de perdre de temps, et si on ajourne cette transformation, cette révolution digitale aussi au Brésil, le catch-up dans le futur va être beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que, moi personnellement, je suis très engagé, je suis convaincu et engagé dans le processus de création d'une culture d'innovation auprès des firmes brésiliennes et même de firmes étrangères françaises au Brésil qui n'ont pas une culture d'innovation au Brésil. Dans ce sens-là, je pense qu'on a un potentiel immense. Il y a un gisement de productivité à être exploité dans un pays comme le Brésil. Mais en même temps, il faut aller beaucoup plus vite qu'on est en train d'aller. Je pense que nous avons un agenda du passé au Brésil, un agenda aussi lié à des problèmes de coûts de transaction, des problèmes microéconomiques, des problèmes de la sécurité sociale, des problèmes de la loi de travail, tout ça. C'est un agenda du passé. Il faut rentrer vite dans un agenda d'avenir, un agenda du futur. Donc, je pense qu'on est très en retard en ce qui concerne ces compromis d'accélérer le processus d'innovation. C'est ça ma conviction qu'on est obligé à mobiliser les entreprises et la société dans cette direction. En ce qui concerne, pour conclure, je pense que la société elle-même doit s'organiser pour contrôler et piloter l'innovation. Mais les grands débats, le vrai débat des sociétés, compte tenu du fait que l'innovation augmente de manière incroyable la productivité, c'est quelles sont les formes sociales du partage des gains de productivité que nous allons avoir avec cette révolution digitale, avec l'innovation. Je pense que c'est la définition elle-même du partage des gains de productivité qui va définir la capacité quel est le rôle de l'État dans une révolution numérique, quelles sont les forces sociales, quel type d'organisations sociales vont être capables de piloter, on peut dire comme ça, ces gains de productivité, parce qu'on n'a pas le même force sociale qu'on avait dans le passé, au XXe siècle. Donc c'est une chose complètement différente, même la démocratie, complètement digitalisée, la démocratie. Le parti politique, les syndicats sont encore analogiques. Donc, on s'interroge comment la société, d'ici quelques années, va établir des mécanismes de partage des gains. Et à partir de cela, si on trouve une forme intelligente de partage des gains de productivité, on
on peut croire que la société elle-même va trouver des mécanismes de contrôle de l'innovation, notamment devant des questions éthiques et d'autres choses comme ça. Donc c'est un peu ça. Je pense que le défi, c'est pour tout le monde, pays émergents, pays développés, c'est la forme d'intervention de l'État, de rôle de l'État, de l'organisation de la société devant cette augmentation incroyable de gains de productivité qu'on va avoir. Donc, pour le moment, après, on revient sur d'autres thèmes. Voilà, merci Octavio. Alors justement, évidemment, on reviendra sur le rôle de l'État dans ce domaine. Mais maintenant, on va parler un peu plus de numérique. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet numérique qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. On l'a déjà évoqué. Vincent Rouex, vous êtes donc PDG de GFI Informatique, qui est une grande société de services et de conseils en informatique. Alors, est-ce que l'innovation dans le numérique, ça peut se contrôler, ça peut se piloter? D'abord, si on doit caractériser l'innovation dans le numérique, je crois que si on compare avec les innovations industrielles, on est dans la rapidité d'exécution, une vitesse extraordinaire, la disruption, les barbares que vous citiez, je crois, tout à l'heure. Donc une violence aussi, une violence pour attaquer les anciens modèles qui sont entachés de leur lourdeur administrative, des normes, des principes de précaution. Un ticket d'entrée qui est assez faible aujourd'hui, puisqu'on voit ces startups qui peuvent venir perturber des marchés colossaux en ayant un ticket d'entrée assez modeste, même s'ils lèvent des capitaux de façon significative. Et puis un impact mondial. Donc je dirais que cette innovation liée au numérique, pour moi, elle est un élément essentiel, bien sûr, de la prospérité, mais elle doit, j'aime pas le terme, contrôler, elle doit être managée et considérée. Et la vision qu'on a aujourd'hui, c'est les sociétés que nous sommes aujourd'hui savent processer l'innovation en laissant place à la créativité, avec la phase de qualification pour rencontrer son marché, la phase de post-pré-industrialisation et la phase d'industrialisation elle-même où la monétisation est là. Et je pense que les États ont un peu perdu la main au profit des GAFA ou des BATX. Et aujourd'hui, le sujet pour moi, c'est que les États reprennent la main pour s'insérer de façon, non pas, je dirais, coercitive, mais de façon préventive sur l'avenir. Quand on voit aujourd'hui les phases de créativité, on a fait beaucoup de choses. Je ne suis pas convaincu que le fait que l'État finance l'innovation soit à la bonne place et le bon sujet, mais en tout cas créer l'écosystème pour que les innovations, la créativité, la phase de créativité puisse s'exprimer, oui. Derrière, être dans l'anticipation sur les conséquences de ces innovations, de façon à impacter le système éducatif, le système de formation. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. L'intelligence artificielle dite faible, donc qui vise à remplacer des process, sera bien sûr d'un côté destructrice d'emplois, c'est évident, mais on doit requalifier, repenser l'éducation, repenser la formation continue pour redonner un avenir à toutes ces personnes qui sont concernées et avec des gains de part de marché qui seront considérables et donc des opportunités d'emploi aussi. Je crois qu'il y a un document qui est sorti par un de nos confrères qui vise à prouver que toutes ces innovations seront créatrices d'emplois elles aussi. On parle beaucoup de destruction, mais il y aura une création d'emplois significative. Et puis, dernier point, c'est se mettre en position de contrôler. Et là, je pense que si l'IA faible, elle, va effectivement donner lieu à une recomposition du marché, il y a d'autres questions beaucoup plus éthiques et importantes qu'il faudra trancher sur l'IA forte, en particulier avec sa relation particulière avec l'armement, par exemple, ou d'autres sujets qui ont été évoqués ce matin. Et là, l'État doit jouer son rôle. Comme d'ailleurs on a vu les sociétés elles-mêmes commencer à se réguler. J'entendais hier, bien sûr, la problématique RSE, j'entendais parler des externalités positives qui sont aujourd'hui l'objet des roadshows financiers, et un certain nombre de sujets qui viennent avec l'attractivité aussi, l'attractivité des milléniums qui viennent qualifier la pertinence des investissements et des innovations faites par les grands groupes. On écoutait ce matin Stéphane Richard parler de l'humain au centre de leurs innovations. Tous ces sujets-là appliqués à l'entreprise doivent aussi se retrouver pris en main par le politique de façon à anticiper. Et je crois, ma vision, que depuis quelques années, le politique n'a pas su anticiper. Alors on a quelques bonnes nouvelles. Innovation, je ne suis pas sûr sur le financement, mais en tout cas le fait que, ça a été dit ce matin, mais que certains aujourd'hui ministres soient des compétents et des sachants sur leur domaine, va peut-être aussi permettre d'avoir une vision plus proactive sur les conséquences de ces innovations à moyen terme et à court terme. Et là, je pense que l'État a joué son rôle, non pas d'être contraignant, mais d'accompagner l'écosystème, l'évolution, puisque la bipolarisation
compétition entre les GAFA ou les BATX qui aujourd'hui vont capter, et d'autres plateformes demain, hein, on passe des plateformes d'électricité, Voilà. oui, les Google. GAFA, BATX, tout le monde connaît, donc C'est BATX. l'Asie Voilà. et l'Occident, on va dire. Voilà, Mais il y en Google, aura Apple, d'autres demain. Facebook, et puis Baidu, Tencent, Alibaba. Alibaba, qui s'était cité ce matin, a annoncé qu'il serait la 5e puissance mondiale. Il est important aujourd'hui que les États reprennent la main, je répète, non pas pour contraindre, parce qu'il faut laisser libre cours à cette innovation qui sera bien sûr un élément de prospérité, mais pour voir comment l'écosystème et, je dirais, la vie des citoyens et l'avenir sera recomposé. Et là, il y a des enjeux phénoménaux, même si on ne croit pas aux agences, je l'ai entendu ce matin, c'est un élément important, mais surtout, et je crois, à la pertinence ou à l'implication des citoyens pour rentrer dans cette régulation qui sera bénéfique. Et il y a des perspectives assez enthousiasmantes si on sait effectivement mettre en place cette approche visionnaire qui manque un peu aujourd'hui pour préparer les conditions de la prospérité de demain. Merci Vincent Wex. Alors, vous avez parlé de IA forte. Alors, IA forte, c'est l'intelligence artificielle forte, c'est la machine qui décide toute seule. Puis le degré ultime, c'est la machine qui a conscience d'elle-même. Alors ça, on n'en est pas encore là, rassurons-nous. Juste, vous avez parlé de l'État. On va parler des liens entre l'État et l'innovation avec Jean-Marc Chéry, qui est directeur général adjoint de ST Micro. Je précise juste, parce que c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête quand même, l'État français dépense chaque année 10 milliards d'euros en aide à l'innovation. Une grande partie, évidemment, par le crédit d'impôt recherche. Alors, Jean-Marc Chéry, donc, vous êtes directeur général chez ST Microélectronique. ST Microélectronique, c'est une des dernières grandes industries de la microélectronique en Europe. On fabrique des puces qui se retrouvent dans vos téléphones ou dans vos ordinateurs. C'est une entreprise franco-italienne dans laquelle l'État français et l'État italien sont actionnaires. C'est une entreprise qui travaille en étroite collaboration avec les laboratoires d'État français, notamment ceux de Grenoble, qui ne sont pas très loin, et où se trouve la plus grande usine de ST Microelectronics. Alors, est-ce que finalement, ce type de structure un peu mixte, c'est une bonne manière de contrôler et de piloter l'innovation? Jean-Marc Chéry. Je vous remercie pour la précision de vos questions. Voilà, donc, avec accueil de klaxon. C'est un mariage. C'est le mariage de Michel Sicurel. Voilà, donc déjà sur la relation et le partenariat avec le CEA Leti, puisque c'est celui-ci que vous avez évoqué, oui, c'est un bon partenariat. C'est un partenariat de recherche et développement coopérative et bien sûr qui supporte l'innovation de ST. Donc on a eu des succès, on a encore des succès. Donc le Leti, on le dit, c'est un laboratoire mixte qui appartient au CEA. Oui, au CEA et qui est dédié à la microélectronique. Voilà. Bon, et en CEA, commissariat à l'énergie, ex-commissariat à l'énergie atomique. Voilà, on travaille avec le CEA donc, au travers de programmes. Et donc, ils nous développent des blocs de technologie et ensuite, nous, on les intègre et on conçoit des produits là-dessus. Bon, on a des succès. Je pense que bientôt, vous verrez sur vos smartphones donc des systèmes de reconnaissance faciale. Par exemple, le monsieur là, qui sert de son smartphone depuis tout à l'heure, donc il n'aura plus à taper son passcode. Donc l'appareil, il le reconnaîtra immédiatement. Donc ça permet de gagner du temps et d'avoir toute son attention focalisée sur l'assemblée. Bon, ça, c'est une innovation remarquable. Bon, par contre, nous ne voulons pas contrôler l'innovation. D'abord, on veut la stimuler. Alors, on veut stimuler l'innovation, d'abord en travaillant en intimité avec nos clients, avec tous ces partenariats, avec des start-up, en embauchant des jeunes thésards, en exposant les vieux managers comme moi, on the spot, aux jeunes designers chinois, aux jeunes designers américains, aux jeunes chargés d'affaires américains, donc qui permet de maintenir le management state of the art en termes de focus sur l'innovation. Alors on veut la piloter, ça c'est clair. On veut la piloter d'abord parce qu'on veut être cohérent avec les valeurs partagées de la compagnie, donc partagées avec ce qu'on appelle nos stakeholders, donc nos clients, nos employés, nos shareholders, les territoires qui nous reçoivent. Donc on veut que l'innovation soit cohérente avec ces valeurs partagées. On veut aussi qu'elle soit cohérente avec nos stratégies de positionnement sur les marchés et les applications qu'on cible. Bon, tout ça,
bien sûr, on veut aussi protéger cette innovation, soit par les brevets, soit par des accords de confidentialité, de telle façon qu'on offre à nos clients les meilleurs produits au monde et les meilleures solutions. Donc c'est notre préoccupation. Alors pour revenir à la deuxième partie aussi, je crois, de votre question, à propos des partenariats, est-ce que dans le monde, il y a des partenariats similaires? La réponse est oui. Donc nous, OST, on en a 230 dans le monde. On en a une trentaine, notamment en Chine, de façon active. Je veux dire qu'en Chine, donc, vous pouvez parfaitement avoir des partenariats du type de celui qu'on a avec le CEA-Leti. C'est un pays ouvert. C'est un pays qui a intérêt que le monde soit ouvert parce qu'ils ont une confiance énorme dans leurs capacités. Donc eux ont intérêt que le monde soit ouvert. Je donnerai un exemple. On est en train de coopérer avec 7 fabricants automobiles, un fabricant de batteries et nous-mêmes pour créer une batterie intelligente qui va optimiser le fonctionnement du véhicule électrique et bien sûr la durée de vie de la batterie dans le cadre d'un programme d'État de déploiement large des véhicules électriques, donc pour réduire la facture carbone donc, de la Chine. Donc oui, la Chine est ouverte et on peut coopérer de même façon avec eux. Bon, bien sûr, il faut rester vigilant sur certaines annonces, certaines volontés d'indépendance sur les composants, mais comme il faut rester vigilant avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà comment on pense pouvoir opérer. Bon, moi je vais simplement conclure avant que le jeune homme me passe son tableau et qu'il regarde son smartphone aussi. Bon, comprenez que notre industrie, l'industrie des composants électroniques, est ce qu'on appelle une Key Enabling Technology. C'est-à-dire qu'en français, on a du mal à le traduire. C'est-à-dire une industrie clé habilitante. C'est-à-dire qu'elle va permettre de faire les choses. Donc, et alors, pour permettre de faire les choses, l'innovation, c'est l'ADN de notre industrie. Notre message à nos clients, c'est ne bridez pas la créativité, ne bridez pas l'innovation. On répondra toujours aux challenges techniques et à vos défis techniques. Toujours. Et ça, c'est le leadership de notre compagnie. Et en fait, c'est la traduction imagée de la loi de Moore ou de ses dérivés. Vous savez, la loi de Moore, c'est une loi qui dit que tous les 24 mois, l'industrie microélectronique délivre des produits et des technologies qui doublent les facteurs de mérite, de performance et de forme, c'est-à-dire la miniaturisation, et qui est capable de doubler la fréquence des processeurs, de réduire par 2 la consommation des processeurs. Donc pour le même prix. Voilà, ça, c'est ça la loi de Moore. Bon, en fait, l'esprit de la loi de Moore, c'est soyez créatifs, soyez innovants, et on y répondra toujours. Donc c'est ça ST, et c'est ça que nous voulons pousser. Bien, alors on a bien compris, c'était l'innovation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la parole à vous. Hein. Vous avez déjà un premier aperçu de tout ce que, vous voyez, de tout ce potentiel d'innovation en termes d'idées nouvelles que peut générer cette table ronde. Donc, on va recueillir vos questions et le temps que vous réfléchissiez à la première. Voilà, ne bougez pas, le micro va arriver, mais il y a plein de mains qui se lèvent, c'est génial. Mais avant, il y a Philippe, l'étudiant, qui va nous poser sa première question, et après c'est à vous. Philippe. Bonjour à tous, merci pour cette belle session. Alors pour revenir sur le thème des rencontres, à la recherche de nouvelles formes de prospérité, durant ces derniers jours, ces derniers débats, on a souvent entendu que la prospérité ne pouvait s'achever tout seul, mais seulement à l'échelle internationale. Or, à l'échelle internationale, ce qu'on voit, c'est des inégalités criantes de développement, de richesse. Et à vous entendre parler, messieurs, on peut avoir l'impression que l'innovation n'aidera que les pays développés, pour parler rapidement. Donc, quelle est, d'après vous, la part de l'innovation dans ces inégalités? Alors, l'innovation est-elle créatrice d'inégalités? Alors, que les pays développés, non, parce que Otavio nous a parlé du Brésil abondamment. Alors, qui veut répondre à ça? Est-ce que l'innovation est-elle intrinsèquement créatrice d'inégalités? Qui veut répondre? Nicolas, peut-être. Alors, je dirais qu'elle est... L'innovation marche par grands cycles. Elle s'inscrit dans des grands cycles technologiques qui passent toujours par 2 phases. Il y a une phase qui est conduite, orchestrée par les entrepreneurs et les investisseurs qui cherchent à tirer le meilleur parti d'une nouvelle technologie qui permet de faire des nouvelles choses. Et dans cette première phase, en général, ce qui se passe, c'est que les inégalités augmentent sans cesse pour
pour plein de raisons. D'abord parce que les nouveaux modèles, les nouvelles entreprises détruisent des emplois dans l'ancienne économie. Elles forcent les anciennes entreprises à serrer les boulons et à écraser encore plus leurs collaborateurs en leur imposant de la modération salariale, des efforts supplémentaires, parce qu'il faut réussir à garder la tête hors de l'eau dans un contexte d'innovation radicale. Et surtout, les nouveaux modèles ne rentrent pas dans les cases existantes, c'est-à-dire les inégalités sont tenues en laisse, plus ou moins bien, grâce à des institutions qu'on a mises en place, qui sont la protection sociale, l'accès au crédit bancaire sur les marchés de grande consommation, la protection sociale, la négociation collective. Si l'innovation fait émerger des nouvelles entreprises qui ne rentrent pas dans les cases dans ces différents champs, si la protection sociale ne couvre plus les nouveaux travailleurs, si les nouveaux travailleurs ne sont plus capables de s'organiser en syndicats parce qu'on n'est plus dans la même logique, alors les inégalités augmentent. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième phase d'un cycle technologique. La deuxième phase, elle est conduite par les pouvoirs publics qui, normalement, si tout se passe bien, reprennent la main, après, en général, une grande crise destructrice. Ils reprennent la main et là, ils disent, bon, ça suffit maintenant, ça a été trop loin les inégalités. Maintenant qu'on a derrière nous 10 à 20 à 30 ans d'innovation grâce à des nouvelles technologies, on peut enfin comprendre comment ça marche. Et donc, on va créer les institutions qui, sans brider cette prospérité nouvelle, va orchestrer la redistribution des richesses. Alors le problème de l'histoire récente, je finis là, c'est que les précédents grands cycles technologiques nous incitent pas à l'optimisme, parce que lorsqu'il y a eu la révolution technologique de la sidérurgie à la fin du XIXe siècle, il n'y a jamais eu la reprise en main par les pouvoirs publics. Les inégalités ont augmenté continuellement jusqu'aux années 30. Lorsqu'il y a eu la révolution automobile au XXe siècle, les inégalités ont augmenté dans un premier temps et les pouvoirs publics n'ont repris la main qu'après la Grande Dépression aux États-Unis et après la Seconde Guerre mondiale en France. Donc, si on regarde l'histoire, on se dit on a deux options qui sont également pas séduisantes du tout. C'est soit les inégalités vont continuer à augmenter, soit il faut passer par la case Seconde Guerre mondiale pour remettre les compteurs à zéro. Donc il ne tient qu'à nous d'éviter ces deux destins funestes, de trouver un chemin qui nous évite à la fois la grande crise et la montée persistante des inégalités. Mais pour ça, il faut une société très alerte dans la prise en compte de ces inégalités. Il faut des dirigeants politiques avec la poigne suffisante pour imposer l'équivalent de ce qu'a imposé Roosevelt aux États-Unis, et évitant ainsi la guerre et la révolution dans ce pays. Voilà, donc je vous laisse après juge de savoir si ces conditions se réunissent aujourd'hui, en particulier chez nous. Bon, on prendra un petit peu le temps pour réfléchir à ça. Alors, oui, un petit Ottavio, commentaire rapide, oui. en fait, pour les pays émergents. Les pays émergents sont très concernés par la question de l'innovation. Justement, le contraire. Je pense que le défi est beaucoup plus important pour les pays émergents, comme le Brésil. Il est absolument sûr que quand on parle de technologie, certaines technologies pour certaines firmes au Brésil, la personne regarde, elle ne sait pas que c'est quelque chose à manger ou à boire. Donc c'est tellement perdu du point de vue on est tellement éloigné de la frontière technologique dans certains secteurs. Donc le défi est immense. En ce qui concerne les inégalités, il y a un consensus, il faut dire, que ces cycles technologiques, ils détruisent beaucoup plus d'emplois qu'ils le créent. Ça, c'est sûr. C'est absolument sûr. Au contraire, d'autres cycles technologiques dans le passé... Vous voulez dire ce cycle-là, le numérique? Non, parce que... Non, je parle de numérique, l'innovation au sens large. Non, mais vous dites le numérique, aujourd'hui, détruit plus d'emplois qu'il n'en crée? C'est ça que vous voulez dire? Je propose à quelqu'un de visiter l'usine de BMW en Allemagne. On ne va pas trouver un ouvrier, aucun. Il n'y a que des robots, il y a un mec derrière une salle vitrée avec quelque chose qui le note. Donc je suis absolument sûr que le fait que tous les secteurs sont concernés en même temps et la vitesse de transformation est incroyable, qu'on va voir une période peut-être d'une vingtaine d'années avec un décalage immense de destruction d'emplois vis-à-vis donc le défi de l'éducation, le défi de formation continue, c'est total pour les pays émergents, pour les pays développés. Autrement, il faut quand même créer des institutions nouvelles, parce que les nôtres sont du XXe siècle, qui soient capables d'organiser, de discipliner un peu ce débat. Autrement, on va créer des sociétés sélectives. Ça, il y a beaucoup de débats là-dessus. Quelque chose que si on n'est pas capable de s'organiser, on va vers la barbarie.
ça c'est sûr. Mais comme je suis plutôt optimiste, je suis même engagé dans le défi de l'innovation et du digital. Je pense que la société elle-même, il faut qu'elle crée des institutions pour contrôler, discipliner, piloter les conflits qui vont nécessairement apparaître. Alors, Michel Sicurel, et puis après on prendra donc la première question. Il y en avait une, voilà, monsieur qui était là-bas. Si on pouvait lui donner le micro assez vite. Michel. Non, je voudrais reprendre un peu d'une autre façon ce qu'a dit Octavio. Naturellement, je partage complètement l'idée que personne ne veut admettre parce que c'est politiquement incorrect, que le numérique détruit beaucoup plus d'emplois qu'il n'en crée. Et pour faire simple, en réalité, la mondialisation émergente avait détruit des emplois dans le monde développé. Et aujourd'hui, ces emplois reviennent, enfin les emplois ne reviennent pas, les activités sont relocalisées dans le monde développé, mais ils ne profitent pas aux gens, ils profitent aux robots. C'est-à-dire, il faut voir, pour donner un exemple, que donnait il y a quelques jours, j'ai lu ça, le président de EY, depuis 30 ans, le secteur manufacturier aux États-Unis a doublé et le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur manufacturier a été divisé par 3. Donc aujourd'hui, il est complètement impossible de taxer les robots, etc. C'est complètement crétin parce que ça veut dire que ça sort de chez nous. Mais ce que je voudrais dire, donc moi, si vous voulez, ce que je voudrais dire en peu de mots, c'est que je crois que le numérique est nécessaire à la prospérité du monde, mais n'est pas en faveur de la prospérité de tout le monde. Et ce que je voudrais dire, parce qu'on n'en parle jamais, c'est dire 2 mots de la démographie. Parce qu'on ne voit pas du tout, et alors ça, les Brésiliens savent de quoi on parle, c'est qu'en réalité, en 50 ans, le monde va passer de 6 milliards à 9 ou 10 milliards d'individus. Ça, c'est jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais. C'est gigantesque, mais ce n'est pas du tout réparti. C'est-à-dire que, par exemple, le monde, l'Europe, par exemple, le monde développé, le Japon, bientôt la Chine, vont diminuer. Ce sont des pays vieillissants et qui rétrécissent. Et ces pays ne peuvent absolument pas se passer du numérique parce que vous ne pouvez pas, par exemple, supporter l'État-providence dans des pays où la population active diminue si vous ne mettez pas du numérique dans l'État. Enfin, c'est une urgence de mettre du numérique dans l'État. Bon. Mais en même temps, vous voyez que je l'ai dit, j'ai fini par le dire, en même temps, vous ne pouvez pas, l'Afrique ne peut absolument pas doubler de taille s'il n'y a pas un effort numérique considérable. C'est-à-dire, vous vous souvenez, enfin, les plus âgés d'entre nous, dont je fais partie, se souviennent des problèmes de l'école, de l'université, du logement, etc., après-guerre. En Afrique, imaginez-le à l'échelle africaine. C'est énorme et c'est impossible de continuer à payer la santé et l'éducation dans les pays riches sans numérique et c'est impossible de faire face à la santé et l'éducation en Afrique sans numérique. Donc le vrai problème des années à venir, c'est qu'en réalité, on ne peut absolument pas se passer de la transformation numérique pour la prospérité du monde, mais il va falloir veiller très 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 attentivement à ce que ça soit aussi la prospérité de tout le monde, sinon on aura la folie mondiale. Et je dois dire que personnellement, je suis archi contre le malthusianisme, les taxes, le revenu universel minimum. Moi, je crois que ce qu'il faut développer, mais il faut le faire dès maintenant, c'est le capitalisme populaire mondial. C'est-à-dire il faut que tout le monde, puisque le capital va profiter de la productivité numérique, il faut que tout le monde profite du capital. Et ça, je pense que c'est une urgence. Et je suis étonné que des gouvernements modernes, qui comprennent très bien les sujets numériques, ne parlent pas de ça, parce que je pense que c'est un sujet majeur. Voilà. Merci, Michel Sicurel. Alors, la question de monsieur. Allez-y, et puis on va en prendre 2 ou 3, parce que comme ça, voilà, allez-y, posez votre question. Elle va être rapide, elle s'adresse en particulier à monsieur Chéry, parce qu'il a beaucoup été question de régulation
qui freine ou si elle n'existe pas, qui accélère le déploiement des innovations. Et je voulais savoir, vous avez parlé de la Chine, quelle est votre expérience, vos conclusions, les obstacles que vous avez rencontrés en Chine en particulier, s'agissant de propriété intellectuelle, puisque le point commun, et qui n'existe peut-être pas avec cette partie du monde chinois, la Chine continentale, c'est l'acceptation des principes sous-jacents à l'état de droit et la régulation des rapports de force, y compris économiques, par le droit. Donc quelle est votre expérience sur ces questions importantes de propriété intellectuelle en Chine? Alors, autre question. Oh, il y a plein de mains qui se lèvent, c'est formidable. Alors, le micro. Oui, monsieur, allez-y, là. Et puis ensuite, monsieur devant, allez-y. Posez votre question. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question sur les innovations et la légitimité, par exemple. Pardon. Quand je pense à innovation et régulation des innovations, je pense par exemple en fait par exemple aux innovations concernant le génome ou sinon l'humain augmenté, comme on a parlé de M. Sicurel. Et je pense qu'il y a une question entre éthique et en fait, innovation technologique et économique. Et finalement, vous n'avez pas du tout évoqué, du coup j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus aussi, s'il vous plaît. Bon, d'accord, revenir sur l'éthique. Monsieur devant, et puis question derrière, et on fera une première salve de réponses. Bonjour, merci pour cette excellente contribution. Je voudrais poser le problème du big data. On entend beaucoup parler du big data et on s'aperçoit en Europe principalement que finalement, contre des services gratuits, Google, Facebook, etc., toutes nos données ont été données gratuitement et pourtant tout le monde nous dit que c'est le nouveau pétrole, les données personnelles. Donc, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un gisement de prospérité en tout simplement redonnant aux personnes le contrôle de leurs data pour pouvoir eux-mêmes les exploiter, pas les exploiter, mais en quelque sorte en tirer plus de profit? Parce que pour l'instant, comme c'est gratuit, le produit, c'est vous, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, monsieur qui levait la main, là, et puis après, on enverra les réponses. Le monsieur qui lève la main, là, voilà. Le micro arrive. Ah, oui, si on a le temps, on reprendra le deuxième. Henri Gouraud, je voulais poser un petit éclairage éclaircissant sur la notion d'innovation qui me paraît parfois, dans les discussions, un peu trop générale, en distinguant 3 étapes: la découverte, l'invention et l'innovation. La découverte, c'est la compréhension d'un concept et d'un principe physique ou logique, d'un algorithme, par exemple. L'invention, c'est la traduction de cette découverte dans un processus qui marche, qui fonctionne. Et puis l'innovation, c'est la traduction de cette invention dans la société, son déploiement dans la société avec succès. Et ces 3 étapes sont différentes et donnent lieu à des mécanismes de régulation et de soutien qui sont très différents. Monsieur parlait du génome tout à l'heure. Les recherches sur le génome relèvent de la découverte, la compréhension des mécanismes. Oui, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup. Alors, on va répondre. Donc, les obstacles en Chine et les problèmes de propriété intellectuelle, Jean-Marc Chéry. Alors, je pense que vous voulez parler de la contrefaçon sur la propriété intellectuelle, ou est-ce que vous voulez parler des freins? Nous, est-ce qu'on a des freins? Est-ce que vous êtes... Oui. Est-ce que vous êtes sûr que 2 ans plus tard, vous n'aurez pas une usine qui ressemblera beaucoup à la vôtre et qui sera pas très loin de chez vous? Bon. C'est ce qui s'est passé dans le TGV, par exemple. Non, mais bon, encore une fois, ce que je vous ai expliqué, c'est que donc on vend des composants, donc c'est une technologie donc qui permet. Donc on n'a aucun frein donc à pénétrer le marché chinois. Bon, peut-être à l'exception de tout ce qui est passeport électronique, voire carte de paiement, Mais tout le reste du marché chinois est ouvert. Bon, aussi pour une bonne raison, c'est que le marché chinois est un peu trompeur. Il faut que vous compreniez que la majorité du marché chinois de l'électronique est quand même liée à la fabrication de produits qui sont conçus à l'extérieur de la Chine et qui ont été transférés en Chine, soit pour des raisons de coûts de fabrication, soit pour des raisons de mise à disposition de compétences. Bon, par contre, c'est des fabrications qui pourraient repartir de Chine. Donc le marché chinois est ouvert et on n'a pas, je dirais, de problème
de frein, d'obligation à utiliser la propriété intellectuelle en Chine ou d'obligation à fabriquer en Chine. Donc ça, c'est la situation. Bon, par contre, l'autre difficulté que l'on a, oui, par contre, c'est la contrefaçon de nos produits, c'est-à-dire la violation de notre innovation et qui nous empêche effectivement d'en tirer une certaine rétribution ou qui impacte effectivement notre capacité à faire des profits et à réinvestir ensuite dans les R&D et dans les investissements. Bon, là, la contrefaçon, il faut la combattre avec des systèmes juridiques. Bon, et c'est vrai que s'il y avait un progrès à faire dans la relation commerciale mondiale, ça serait certainement celui-là, d'être certain qu'effectivement, en Chine, on peut défendre notre propriété intellectuelle telle qu'on la défend aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, bref, dans tous les pays du type occidental ou autre. Voilà. Alors, juste une aparté pour monsieur, le big data, c'est pas que aller chercher ce qui intéresse les gens. Le big data, c'est comprendre les signaux faibles, et notamment les signaux faibles dans l'industrie pour empêcher les catastrophes. Souvent, vous avez des catastrophes environnementales qui auraient pu être évitées si on avait compris qu'en agglomérant plein de signaux faibles, il était en train de se passer quelque chose. Donc, encore une fois, sur la technologie et l'innovation, il y a des choses qui peuvent être gênantes, qui doivent être régulées, mais il y a plein de choses positives pour la société. C'est comme ça depuis l'invention du feu. Alors, sur la question éthique, est-ce que qui voudrait dire quelque chose? C'est vrai que le génome, alors on n'a pas de biologiste cette salle, c'est vrai que c'est en partie un problème, comme disait monsieur, de science, mais pas seulement, puisque on voit bien que tout ce qui concerne les OGM, par exemple, c'est plus un problème de science, là c'est vraiment un problème d'industrie, d'industriel, faut-il autoriser. Est-ce que, comment peut réagir la société? Alors je ne sais pas, peut-être Nicolas, ou sur comment la question éthique peut être intégrée dans le contrôle de l'innovation? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, si ce n'est en rappelant que l'innovation prend du temps, parce qu'une innovation, pour contribuer directement à la prospérité, elle a souvent besoin de nouvelles infrastructures, de nouveaux cadres juridiques, de nouvelles pratiques de la part d'un très grand nombre d'acteurs dans l'économie. Et si on réalise qu'une innovation ne peut prospérer, et ne peut contribuer à la prospérité, comme le container, c'est un très bon exemple, que si tout bouge en même temps, tout s'adapte en même temps, on ne peut qu'en déduire que le cadre éthique, lui aussi, doit bouger. Il doit bouger non pas du jour au lendemain parce qu'on réalise au stade de la découverte qu'on peut faire les choses différemment. C'est pas comme ça que les règles de vie en société peuvent bouger. C'est pas un rythme aussi rapide. En revanche, toute la maturation d'une innovation, son déploiement à grande échelle, sont aussi un temps pendant lequel il faut faire l'effort de comprendre ce qui se passe. Et il faut faire l'effort de croiser ce qui se passe avec les valeurs qu'on considère comme non négociables dans une société donnée. La difficulté étant dans une économie de plus en plus globale et dans un cycle d'innovation technologique qui nous emmène vers une économie encore plus globale, est-ce qu'on peut préserver les différences morales et éthiques nationales? Ça, c'est une question ouverte. Oui, qui touche beaucoup la bioéthique, par exemple. J'ai appris ce matin que la connaissance médicale double à chaque 73 jours. Donc, c'était à partir d'un chef d'entreprise de pharmaceutique. J'étais absolument étonné donc, de cette vision. Et ça, nécessairement, pose des discussions. Ça va entraîner des discussions très importantes aussi sur le plan éthique. Alors, un peu dans un ordre d'idée similaire, le big data, les données personnelles. C'est vrai que le big data, effectivement, est très utile à beaucoup d'entreprises. C'est vrai aussi que les GAFA dont on parlait tout à l'heure, Google, Apple, Facebook, se nourrissent de nos données gratuites. Enfin, gratuites, c'est un échange de services. Ils mangent nos données en échange du service qu'ils procurent. Est-ce que ça pose est-ce qu'on peut piloter ça? Est-ce que ça pose un souci? Alors, je ne sais pas. Oui, donc peut-être. Bernard Michel, vous vouliez dire quelque chose? Je crois que le big data, effectivement, c'est le dark side de ce que nous sommes en train d'identifier dans l'innovation.
Au fond, mon message, c'est plutôt de dire que l'innovation est indispensable pour réinventer nos villes, pour mieux gérer les grandes métropoles qui vont se développer encore, pour aider les habitants à mieux vivre en réalité, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine des centres commerciaux, etc. Et c'est donc cette révolution-là qu'on met en avant, c'est la nouvelle économie numérique qui remplace finalement l'ancienne économie d'une certaine manière dans nos villes. Et en disant cela, je sais bien que nous allons de plus en plus collecter des informations sur les habitants des villes, sur leur consommation d'eau, sur leur consommation d'énergie, sur leur mode de circulation, sur la façon dont ils consomment et où ils consomment, et ainsi de suite, de manière à mieux organiser la ville, c'est vrai. Et donc à faire un travail qui permet de mieux utiliser l'espace, peut-être de réduire les coûts. Ça peut aussi régler des problèmes d'inégalité. Et au fond, je dis qu'il faut aider, il faut développer ça, et donc il ne faut surtout pas que l'État mette en place des normes supplémentaires. Il y en a déjà tellement dans l'immobilier que ça freine finalement le développement, par exemple, du logement dans ce pays. Mais en revanche, il y a au moins une chose où l'État doit être vigilant, c'est sur l'utilisation des données qui sont ainsi collectées. Ce sont des bases qui sont réutilisées, qui vont peut-être et qui sont déjà commercialisées. Et la question de la propriété de ces données est très importante. Et d'ailleurs aussi la question de la protection de la vie privée des habitants sur lesquels certaines organisations bénéficieront de données massives et considérables qui peuvent très bien être exploitées. Alors, Vincent Rouex, justement, un petit commentaire sur cette affaire du big data. L'Europe est très en avance, notamment par rapport aux États-Unis, dans la régulation des données personnelles. Est-ce que ça vous semble tout à fait normal ou est-ce que c'est plutôt un frein? Je crois d'abord que ce sujet de la donnée personnelle est fondamental, puisque le big data, en fait, l'usage principal, c'est d'alimenter l'intelligence artificielle de demain. Ouais. Quand vous remplissez « je ne suis pas un robot » et vous cliquez sur la voiture, vous nourrissez des algorithmes d'IA fortes. Et donc, ça a été évoqué, je crois, aussi ce matin, la relation qu'on peut avoir aujourd'hui avec la propriété de nos données en les offrant à ces monopoles sont un vrai sujet, avec effectivement des milléniums qui n'ont pas la même relation, puisqu'eux sont beaucoup plus ouverts. Et c'est un sujet qu'il faut traiter de façon significative. Mais je voudrais revenir sur un point, puisque tout à l'heure, vous avez tous évoqué un certain nombre de points sur les inégalités. Moi, j'ai une vision un peu différente, et je ne voudrais pas qu'on reste sur une note négative. Tout dépend ce qu'on met dans l'inégalité, et si l'inégalité, c'est de ne plus avoir d'emploi, puis cet emploi a disparu et qu'il a été remplacé par un autre, je ne crois pas. Il faut voir quand même que le numérique aujourd'hui a donné accès à la formation, à l'information, à des milliards de gens en Afrique ou dans d'autres régions, en détruisant des inégalités, ou donc en repositionnant, en redonnant une chance à ces gens-là. On a une vision, et ce que j'ai entendu, c'est une vision très vieille économie, effectivement, où on va créer un instant des inégalités. Et pour revenir à ce qui a été dit, je crois, par Madame la Ministre ce matin, le problème de ces inégalités, c'est qu'il est généré non pas par le numérique, mais par le manque de mobilité. Et le vrai sujet de demain, c'est la mobilité qui devra permettre à ces zones d'emploi, comme je le disais tout à l'heure, qui seront pas compatibles avec l'intelligence artificielle faible, et c'est le sujet de notre programme éducatif. Comment faire que l'ensemble de nos populations deviennent compatibles avec l'IA faible pour rester sur le marché de l'emploi. Mais n'oublions pas toutes les côté positif de l'invention, de l'innovation. On parlait de l'accès à l'information, à l'accès à l'éducation, mais avec aujourd'hui la partie de tous les sujets autour de l'énergie, l'accès à l'eau courante, l'accès à l'électricité dans pas mal de régions qui en étaient dépourvues. Donc il y a beaucoup de réduction d'inégalités d'un côté, et effectivement sur la vieille économie, un passage un peu plus compliqué, où là la mobilité pour moi est le sujet essentiel qu'on doit adresser, et la prise en main par les États-nations ou les supranations de ce sujet pour préparer l'avenir, non pas pour le contraindre, mais pour organiser et mettre en place ces dispositifs qui vont permettre de bénéficier des impacts positifs de l'innovation numérique en particulier. Alors, merci Vincent Rouex. Le débat approche de sa fin. On pourrait encore en parler pendant des heures. Jean-Marie Chevalier, qu'est-ce que vous avez retenu finalement des échanges très divers que nous avons eus? Oui, c'est un débat passionnant. Je retiens deux messages contradictoires.
Le premier message qui est clair, c'est qu'il faut stimuler, libérer, ne pas brider l'innovation. Et en plus, il faut chercher à construire une culture d'innovation. Ça me paraît très important, c'est la partie positive, avec derrière l'idée qu'il existe un énorme potentiel d'innovation non encore complètement entamé. Deuxième message, attention, on va voir des tsunamis. Des tsunamis, attention, inégalité, c'est peut-être un problème. Et donc, il y a eu clairement des idées de... D'abord, une idée importante, c'est quelle forme sociale de partage des gains de productivité. Est-ce que c'est la solution de Michel Sicurel du capitalisme populaire? Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais c'est un sujet qu'il faut discuter. Et derrière, bien sûr, il y a cette question des inégalités qui est quand même une espèce d'interrogation qui nous taraude. Alors je dirais en conclusion que nous n'avons pas épuisé le sujet. On aurait peut-être pu aller plus loin s'il y avait eu des femmes dans le panneau. Bon, il n'y en avait pas, c'est très dommage. Et ce que je veux dire, c'est que cette question est pertinente et qu'elle implique une espèce de mobilisation à la fois politique, économique et sociale sur ce thème de l'innovation par rapport à nos sociétés, avec le double message contradictoire. Merci à tous. Merci.